Bonjour à tous. Alors, nous voici partis pour cette dernière saison et nous allons la commencer avec Sartre. Pourquoi pas? Parce que tout de même, il a fait les beaux jours d'une certaine intelligentsia parisienne, etc., etc. Et puis parce que on lui doit une autre formule, comment dirais-je, passe-partout, que tout élève de terminale est prié de connaître par cœur, qui se trouve dans tous les petits fascicules, comment passer le bac philo avec un 16 minimum en ayant travaillé 10 minutes pour apprendre 3 citations. Vous avez la citation « Je pense donc je suis », alors que l'on met en latin, bien sûr, parce que ça fait plus chic. Vous avez le mythe de la caverne, que personne n'a lu, mais c'est pas grave. Et puis vous avez une troisième citation que l'on trouve dans L'existentialisme est un humanisme de Sartre, à savoir dans l'homme, l'existence précède l'essence. Alors quand on a dit que l'existence précédait l'essence, là on fait de la philo. Bon, ben on va en faire, mais on va voir ce que ça veut dire, l'existence qui précède l'essence. Alors, pour ce faire, je vais aujourd'hui vous commenter les quelques lignes qui se trouvent à la page 395 de votre manuel. Mais auparavant, je vais jeter un œil justement sur un autre texte qui se trouve dans votre manuel à la page 100, où apparaît cette formule magique qui fait qu'on a l'impression que tout à coup on a réfléchi, n'est-ce pas, dans l'homme, pour l'homme, l'existence précède l'essence. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que du point de vue de Sartre, je dis bien du point de vue de Sartre, il y a une espèce de parti pris contre une certaine histoire de la philosophie qui pense à partir d'une définition de l'homme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que lorsque je vais essayer d'entrer dans la philosophie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être me dire, eh bien, l'homme, c'est ceci, cela. Être un homme, c'est ceci, cela. L'existence humaine authentique, c'est ceci, cela. Et en fonction de cette sorte de définition de la nature humaine, eh bien, je vais essayer de faire coïncider mes actes, mes pensées, etc., avec cette image d'une humanité, alors parfaite, je ne sais pas, en tout cas d'une humanité déjà posée. Et là, l'idée de Sartre, c'est de dire, non, il faut inverser l'histoire, à savoir que être un homme, c'est d'abord vivre, pardon, c'est d'abord exister. Et cette existence, qui est un fait, hein, c'est pas quelque chose qui est déduit d'un certain nombre de principes, exister qui est un fait, va générer par la suite peut-être une certaine idée de l'humanité, à savoir l'essence. Donc, contre une sorte de philosophie, allez, employons des grands mots parce que c'est facile, que c'est pas cher mais que ça rapporte rien, contre une certaine philosophie idéaliste, on va dire, je pose l'idée de l'humanité, je pose une certaine définition de l'humanité, donc son essence, ce qu'elle est ou ce qu'elle doit être. Merci Kant. Contre ça, je vais dire, eh bien, il y a un fait. Alors, qui est ce qu'il est? Mais il y a un fait, à savoir l'existence. Alors, là, Sartre a piqué tout ça à Kierkegaard.
tout simplement. Il ne faut pas aller plus loin. C'est à Kierkegaard qu'on doit ça contre la philosophie d'Hegel. Alors, si on revient à Kierkegaard pour éclairer ce que nous dit le texte, eh bien, chez Kierkegaard, dans son opposition avec Hegel, chez Kierkegaard, la notion d'existence, c'est une notion qui veut contrer une espèce de philosophie qui fonctionnerait dans la pensée pure, comme dit Kierkegaard, sous specie aeternitatis, c'est-à-dire sous la, comment dirais-je, sous le genre éternel, sous l'espèce éternelle, donc contre une espèce de spéculation de l'intelligence, de la pensée, qui va se développer elle-même sans prendre en compte l'existence concrète d'un homme, d'une femme, contre ça, Kierkegaard va jouer la carte de l'existence en disant qu'un penseur spéculatif, n'est-ce pas, est un penseur qui s'oublie lui-même. C'est-à-dire, c'est un penseur, c'est quelqu'un qui réfléchit, mais qui oublie que lui-même existe, qui oublie que lui-même, j'allais dire, est affronté quotidiennement à quantité de trivialités, du genre se lever le matin, prendre son petit déjeuner, se brosser les dents, etc., 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 et que ces trivialités, c'est exactement ce qui doit être inclus dans notre existence. Ça, c'est du Kierkegaard. Alors, dans Kierkegaard, que se passe-t-il? Eh bien, Kierkegaard va introduire comme critère la notion de décision. Enfin, comme critère. Un des critères kierkegaardiens, c'est la notion de décision. D'une certaine manière, le penseur spéculatif ne peut pas décider, puisque tout est fonction de la pensée pure et de son développement pur. Alors que l'être humain, vous, moi, dans notre vie, nous sommes affrontés à des décisions. Et Kierkegaard va faire de la décision le moment qui fait sortir l'existence de la spéculation. Tout à coup, l'homme, vous, moi, nous existons autrement que spéculativement, tout simplement parce qu'il faut prendre des décisions. Et cette décision, Kierkegaard va lui donner un poids tel que c'est la décision qui va valoir engagement d'existence. Je peux prendre la décision de sauver le monde, peut-être que je n'y arriverai pas. D'ailleurs, c'est vraisemblable. N'empêche que c'est ma décision qui a fait de moi, qui m'a fait sortir d'une espèce d'automaticité de la spéculation de la pensée pure. Donc voilà, ça c'est ce que Sartre va piquer, mais c'est de bonne guerre. Hein. Dans la philosophie, on fait que ça, on pique à droite, à gauche des bonnes idées, là où on les trouve. C'est ce que Sartre va, alors non pas piquer parce que c'est politiquement très incorrect, mais ce que Sartre va emprunter à Kierkegaard. Alors, c'est là qu'on comprend que notre existence précède l'essence. Alors, Sartre va essayer d'aller un peu plus loin, en posant une espèce de néant, de rien, de l'homme. C'est-à-dire que nous ne sommes, à strictement parler, rien, non pas d'un point de vue métaphysique, ontologique, on existe, donc on n'est pas rien, on est. Mais nous, du point de vue de notre définition, de ce qui constitue notre humanité, nous ne sommes rien a priori, au point de départ. Et ce que nous sommes, c'est ce que nous devenons. Alors là, autre emprunt sympathique de Sartre, mais à Heidegger cette fois-ci,
Mais ça, on l'a déjà vu. Chez Heidegger, le Dasein, c'est-à-dire celui pour qui il en va de son être, de la question de être, est un être qui est toujours en projet, qui est jeté devant lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes toujours des êtres de projet, c'est-à-dire que nous existons en avance de nous-mêmes, on va dire. C'est très curieux comme idée. Nous sommes toujours devant nous-mêmes dans le temps. Ce que nous sommes, c'est en réalité ce que nous serons. On peut dire tout ça comme ça. Et donc, l'idée de Sartre, c'est que si je couple décision Kierkegaard et projet Heidegger, j'en arrive à un homme qui va se définir lui-même, qui va se poser lui-même dans ce projet, et ce projet est une décision. Ce projet n'est pas une espèce de mécanique métaphysique, c'est une décision. D'où l'idée que, propre à Sartre cette fois-ci, d'où l'idée que l'homme est d'une certaine manière cet être qui tient de lui-même, alors c'est là que ça devient un peu croustillant, c'est cet être qui tient de lui-même sa propre essence, pas sa propre existence. Sartre est quand même pas complètement givré, il sait très bien que je ne me suis pas donné la vie à moi-même, enfin, je l'ai reçue cette vie. Mais du point de vue de ce qui constitue mon humanité, là c'est le vide barométrique au point de départ, et c'est moi-même qui, parce que j'existe ontologiquement comme projet, et parce que j'existe existentiellement comme décision, c'est donc moi-même qui me donne à moi-même ma propre essence. Bon, on rejoint quand même pour une large part ce tropisme philosophique du moi-je, n'est-ce pas? C'est moi qui me définis moi-même, dans ce que je suis, qui ne me définit pas comme étant, parce que ça je le suis, ça c'est l'existence. Mais c'est ce projet, cette capacité que j'ai à me décider, qui est aussi une capacité à me définir moi-même comme homme. Alors, c'est là que nous prenons le petit texte de la page 395 sur la question de la liberté. Alors là aussi, ça fait frémir dans les chaumières quand on lit que la liberté est un fardeau, n'est-ce pas? Ça donne du sérieux, du piquant à l'existence, n'est-ce pas? Nous sommes libres, mais au lieu d'être heureux de cette liberté, au lieu d'être joyeux parce que cette liberté me définit, eh bien non, c'est un fardeau que je dois assumer parce que je n'ai pas le choix. Alors là, il y a des romans à écrire, c'est le drame de l'humanité, etc. Bon, j'arrête avec l'ironie. Que dit Sartre dans cette idée de condamner à être libre? Que dit Sartre dans cette idée que, je cite, nous portons le poids du monde entier sur les épaules? Eh bien, reprenons. Si ce qui fait mon humanité, ce qui fait mon humanité, c'est-à-dire ce qui donne à cet être que je suis, qui n'est rien du point de vue de son essence, qui n'est rien du point de vue de sa définition, si c'est ma capacité ontologique à exister comme projet. Et on se souvient qu'à Heidegger, cette existence comme projet, c'est le souci, c'est l'être pour... Et l'angoisse en deuxième temps, donc l'être pour la mort. Si
si mon existence comme homme est structurée par l'idée de projet, et si ce qui accomplit ce projet, c'est la décision kierkegaardienne, alors ça signifie que ma liberté va être la conjonction de cette structure ontologique, j'existe comme projet, et de cette structure existentielle, ce qui me crée, j'emploie un terme très fort, mais je pense que je ne dois pas être complètement à côté de la plaque, et ce qui me crée comme homme, et non pas comme poisson rouge ou je ne sais pas quoi, ce qui me crée comme homme, c'est cette décision. Et à ce moment-là, on va dire, et Sartre va nous dire, eh bien, cette double réalité, c'est ce qui définit ma liberté, qui définit la liberté. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à ce moment-là, j'engage dans ma propre décision, ce qui fait l'humanité de l'homme. Ce qui fait que l'homme existe comme homme. Alors, petite parenthèse, dans l'humanisme l'existentialisme est un humanisme, Sartre attaque un peu Kant en disant que Kant fait partie de ces braves philosophes qui ont pensé une espèce de nature humaine à laquelle il faudrait se conformer. Oui, mais là, Sartre retrouve d'une certaine manière Kant, tout simplement parce que on se souvient que dans une des formules de l'impératif catégorique chez Kant, c'est tu dois toujours considérer l'autre jamais simplement comme un moyen, mais toujours comme une fin. Pourquoi? Parce que il faut respecter l'humanité dans l'autre. Et je vous avais fait remarquer que ce n'est pas l'autre qu'on respecte, mais cette humanité. Eh bien, Sartre retrouve la même chose. Il y a une différence que fait Sartre entre cet être que je suis et l'humanité qui est mienne. Cet être que je suis, il existe, point à la ligne. Mais cet être que je suis a une capacité extraordinaire, à savoir c'est un être qui est capable de se doter lui-même de sa propre essence, c'est-à-dire qui est capable de se doter lui-même de ce qu'il est ou de ce qu'il doit être. Et cette auto-dotation, cette auto-création de soi-même à travers la décision et dans la décision, qui est la liberté chez Sartre, eh bien réintroduit subrepticement cette distinction entre moi et l'humanité que j'ai en moi. Ça, c'est du Kant. Ça, c'est du Kant tout pur. Alors, deuxième point qui est lié à cette conception de la liberté, c'est la notion de responsabilité que l'on voit apparaître dans notre texte. En ce sens, la responsabilité du pour soi est accablante parce que nous sommes responsables, parce que l'homme, c'est il, hein, c'est pas moi, c'est il, parce que l'homme est responsable de l'homme et de lui-même en tant que manière d'être. Alors, comment comprendre cette responsabilité? Eh bien, il faut la comprendre, me semble-t-il, exactement à la manière dont Kant comprend la responsabilité éthique. C'est-à-dire que je suis responsable non pas de moi-même, non pas de mon prochain, mais je suis responsable de l'humanité, c'est-à-dire de cette essence qui découle de l'existence. D'accord? Je suis responsable dans ma décision
au sens de Kierkegaard, je suis responsable de cette humanité dont je suis un des représentants. Mais ce qui est premier, c'est cette humanité et non pas moi. Si l'homme est cet être particulier, bizarre, qui existe dans un premier temps et qui, par cette existence même et sa double structure, Heidegger, Kierkegaard, et qui, par cette existence même, est capable de se doter lui-même de sa propre définition, qui est capable de se doter lui-même de ce qu'il est, à ce moment-là, la responsabilité de la décision, c'est une responsabilité qui va toucher l'essence. Un peu contradictoire tout ça. C'est une responsabilité qui va toucher l'essence, même si cette essence, et là, encore une fois, on retourne chez le combat de Sartre contre une certaine histoire de la philosophie, même si cette essence, il n'est pas question de la chercher dans le royaume éternel des idées platoniciennes. Ça, c'est hors de question, on est bien d'accord. C'est l'existence qui doit générer cette essence. Sauf que cette essence, cette distinction existence-essence, va faire s'évanouir la singularité. Et là, Kierkegaard ne serait pas très content de cette affaire-là. Certes, je peux me doter à moi-même de ma propre essence, mais dans ce cas-là, ce qui disparaît, c'est bien moi-même. Ça, ce serait, me semble-t-il, la critique assez sévère que Kierkegaard adresserait à Sartre. Alors, bien sûr que pourquoi est-ce que tout ça, ça fait frémir? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que tout à coup, le drame humain apparaît, etc., etc. Bien parce que Sartre va continuer en disant que cette responsabilité, si je suis responsable du monde, dans ma manière d'être, c'est pas anodin cette affaire. Si je suis responsable du monde, pourquoi? Parce que je dote le monde d'une certaine définition de l'humanité par mon existence, eh bien, à ce moment-là, eh bien, je vais devoir supporter pour moi-même le poids, la détresse, le drame. Alors là, je vais dire, rien n'est assez fort, n'est-ce pas? On est presque dans le romanesque, là. Il faut que le héros, que ce héros de la liberté aille jusqu'au bout. Et jusqu'au bout de l'angoisse, du désespoir, etc., etc. Bon, il y a Kierkegaard qui revient un peu derrière. Si nous en sommes là, alors, de fait, je suis obligé de considérer que je dois assumer pour moi-même toutes les conséquences de cette liberté. Si je suis cet être en tant qu'homme capable de se donner à lui-même sa propre définition, eh bien, c'est une responsabilité gravissime, nous en sommes bien d'accord, puisque j'engage dans cette décision l'humanité que je suis, dont je suis un représentant, ou que je suis. Mais en même temps, je ne peux pas l'engager, on va dire, gratuitement, ça serait trop simple. Je dois en subir le choc en retour. Et le choc en retour, ça peut être comment dirais-je, la détresse, ça peut être l'horreur de me prendre en pleine figure, je ne sais quoi, etc., etc. Bon, là, on va arrêter parce qu'on va tomber dans le romanesque, donc ça ne nous intéresse pas trop. Ce qui nous intéresse, c'est ce couple liberté-responsabilité.
Mais, et nous terminerons là-dessus ce premier épisode, mais que signifie en réalité cette responsabilité? Qu'est-ce que ça signifie? Alors je vais jouer Kierkegaard contre Sartre, à la manière dont Kierkegaard se jouait lui-même contre Hegel, et je dirais que c'est bien gentil ça, mais Sartre a oublié un petit quelque chose, à savoir qu'il est aussi Monsieur Jean-Paul, à savoir qu'il est aussi cet homme comme vous et moi, qui a accompagné, comme on disait jadis, le Parti communiste, qui a donc fait quelques voyages en URSS, qui savait que les goulags existaient, et les goulags, c'est quand même une quantité de souffrance non négligeable, mais qui a pris la décision, et là je suis chez Sartre, mais qui a pris la décision de cacher, de ne pas dire cet aspect pas très agréable du soviétisme, qui a pris la décision de ne pas le dire pour, je cite, ne pas désespérer Billancourt. Qu'est-ce qui se passe si je regarde ça? Eh bien, il se passe que là, un homme, Jean-Paul Sartre, prend la décision de doter l'humanité d'une naissance qui est une naissance mensongère. C'est-à-dire qu'il va fonder, à ce moment-là, en prenant la décision, donc en existant tel que Sartre, le philosophe, essaie de réfléchir, Jean-Paul prend la décision d'engager l'humanité dans un mensonge. Bien, l'épisode d'aujourd'hui se termine là-dessus. C'est pas bien brillant, et nous allons voir demain comment une autre manière de penser la responsabilité est possible, mais une autre manière qui va, alors là pour le coup, éviter totalement cette comment dirais-je, ce retour, on va dire, d'une naissance. Oui, l'homme sartrien est un homme démiurgique, c'est-à-dire qu'il est un homme qui se crée lui-même, mais si je me crée moi-même, eh bien, je vais avoir quelques petits soucis, tout simplement parce que je vais devoir, en me créant moi-même, vous créer par la même occasion, oui, je suis Dieu le Père, là, vous créez par la même occasion, et si j'engage ma propre humanité, si j'engage l'humanité en moi, et si je suis responsable dans cet engagement de votre humanité, mais si je l'engage dans mon existence propre, sous le sceau du mensonge, c'est pas terrible. Donc, à demain.